Et si vous aviez eu un jumeau ou une jumelle sans que ni vous ni votre maman n'en ait jamais rien su? Aujourd'hui, j'aborde une problématique très courante, mais bien trop méconnue et étudiée. Je veux parler du syndrome du jumeau perdu qui occupe une énorme place dans mes recherches depuis de nombreuses années tant les conséquences qu'il a sur notre vie et notre santé sont importantes. En voici 7 symptômes. 1. Vous avez toujours eu un sentiment de solitude inexplicable. 2. Vous êtes très sélectif dans vos amours ou vos amitiés car vous ne concevez vos relations que fusionnelles. D'ailleurs, vous avez connu ou vous connaissez encore peut-être une longue période de célibat. 3. Vous rencontrez de gros problèmes de fertilité et ou vous avez des problèmes gynécologiques du type ovaires polykystiques, endométriose, fibrome, etc. 4. Vos enfants sont tous du même sexe. 5. Beaucoup de blocages dans votre vie vous empêchent d'être heureux et accompli. En amour, vous attirez les mauvaises personnes. Vos enfants ont des profils atypiques. Professionnellement, vous devez gravir des montagnes pour vous affirmer. 6. Depuis l'enfance, vous frôlez régulièrement la mort, soit à cause de problèmes de santé graves, et notamment des maladies auto-immunes, soit à cause d'accidents qui semblent pourtant fortuits. 7. Vous avez perdu très jeune des membres de votre famille ou des amis proches. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e rendez-vous d'ailleurs sur Terre. Et avant d'entrer en matière, j'aimerais une nouvelle fois vous remercier pour votre fidélité. Alors bien sûr, on peut se demander comment la perte d'un jumeau peut s'accompagner de tant de signes aussi divers et c'est ce que je me propose de vous expliquer à travers plusieurs vidéos. Ah oui, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, je vais centrer cette vidéo sur le cas d'un enfant, Erwan, qui souffre non seulement de troubles de sommeil, mais aussi de troubles du comportement qui le placent dans la colère, le rejet de ses parents et l'amène à un renfermement progressif sur lui-même. Vous verrez aussi que sa problématique l'a aussi amené aux portes de la leucémie, cette maladie qui s'associe trop souvent au syndrome du jumeau perdu. Alors cette vidéo étant particulièrement importante pour moi, je vous demande de la partager au maximum si vous pensez qu'elle peut servir à quelqu'un de votre entourage et notamment à ces parents qui se sentent tellement démunis face à la détresse de leur enfant qui souffre peut-être de ce syndrome. Vous y êtes? C'est parti pour le numéro 9. Avant de commencer, il faut tout de même que je vous explique en quelques mots ce qu'est le syndrome du jumeau perdu. On parle donc de la conception de 2 embryons, ou plus d'ailleurs, qui vont se développer in utero, mais dont l'un va cesser de vivre à un certain stade de son développement. Lorsqu'il a vécu suffisamment longtemps pour être observé à la première échographie, on peut en tout cas avoir la certitude de l'existence de ce jumeau, et même si cette perte est toujours lourde de conséquences pour celui qui reste, elle sera plus facile à gérer puisqu'on l'aura identifié. En revanche, lorsque l'embryon s'est éteint très précocement, parce que c'est souvent vers la 4e ou la 5e semaine que ça se passe, la maman n'a pas forcément eu de signes physiques qu'elle portait de bébé dont l'un a péri. Le bébé rescapé va alors vivre un cataclysme émotionnel que l'on ne saura pas à quoi attribuer, dont les conséquences sont souvent lourdes et qui le poursuivront et le rattraperont sa vie durant. Le nombre extrêmement important de cas de syndrome du jumeau perdu que je traite me fait penser qu'un très grand nombre de grossesses sont gémellaires, mais qu'elles sont très rarement repérées du fait de la disparition très précoce de l'un des embryons. Et c'est le cas du petit garçon dont je vous relate l'histoire aujourd'hui. Nolwenn, la maman d'Erwan, me consulte donc parce que son petit garçon de 7 ans présente des troubles du comportement qui deviennent très difficiles à gérer. Et la psychothérapie qu'ils ont entamée semble sans efficacité car Erwan y est totalement fermé et pique des crises en fait à chaque fois qu'on veut l'y emmener. Nolwenn me raconte que depuis sa naissance, Erwan est en colère. Il ne dort pas, il confond la nuit et le jour et les siestes qu'il arrive à faire pendant la journée ne lui permettent pas de récupérer. Je vous passe l'état d'épuisement des parents. C'est un bébé qui pleure beaucoup et même si ses pleurs sont justifiés par les problèmes gastriques habituels des nouveau-nés, Nolwenn sent qu'il y a autre chose. Depuis toujours, elle a l'impression qu'Erwan pleure de rage et de tristesse. Mais ce qui affecte particulièrement cette jeune maman est le manque d'interaction qu'elle parvient à avoir avec son fils, le manque de réponse à ses preuves d'amour. Erwan n'est pas câlin avec elle, il ne recherche vraiment pas son contact, elle se sent rejetée par son fils qui semble clairement préférer la présence de son papa, avec lequel il a une attitude presque normale, dirons-nous, ce qui a d'ailleurs permis d'écarter la piste des troubles du spectre autistique. Pour autant,
Erwan est toujours à fleur de peau, capricieux et laisse éclater sa colère à la moindre contrariété. On dirait presque qu'il cherche à se faire détester à la maison comme à l'école, où il fait le vide autour de lui, évidemment. Par ailleurs, c'est un casse-cou qui finit régulièrement à l'hôpital pour des traumatismes divers, des coupures, des brûlures, des accidents de vélo, des chutes. Pour comble, depuis 1 an, la naissance de son petit frère Malo n'a fait qu'aggraver la situation puisqu'Erwan se renferme et communique à peine. On est bien. De mon côté, j'ai la photo d'Erwan sous les yeux et je vois un enfant dans un état d'épuisement physique et émotionnel qui me glace. J'ai déjà ma petite idée de ce qui se cache derrière ce désespoir, mais comme d'habitude, je vais tout vérifier au pendu. Petite information importante, je ne travaille jamais en présence des enfants, du moins pas avant la puberté. Parce que d'une part, je sais qu'ils n'auront pas de toute façon la clé de leur problématique qui est émotionnelle et inconsciente. Et d'autre part, parce que vous me voyez expliquer à un gosse que son problème vient d'une de ses vies antérieures ou de mémoire d'inceste transgénérationnel. Un peu compliqué quand même, hein. Le syndrome du jumeau perdu passe encore, mais on ne sait jamais à quoi s'attendre avant de commencer la séance. Ma connexion à l'enfant est vibratoire, donc d'une part je n'ai pas besoin qu'il soit là, ni la maman d'ailleurs avec qui je travaille en visio. D'autre part, je vais pouvoir identifier l'amplitude d'émotions auxquelles il ne peut absolument pas avoir accès. Et quand il s'agit de bébés qui n'ont même pas la parole, je ne vois pas trop quelles questions je pourrais leur poser. Je vais donc commencer par prendre le taux vibratoire d'Erwan qui est extrêmement bas et qui témoigne d'un épuisement tout à fait anormal à son âge. Je vais ensuite dater l'origine de la problématique d'Erwan et mon pendule m'indique 8 semaines in utero, soit un peu moins de 2 mois. À partir de là, c'est pas très compliqué. En général, le traumatisme viendra soit d'un choc vécu par la maman, soit d'une intention ou même d'une pensée d'interruption de grossesse, soit enfin de la perte d'un jumeau ou de plusieurs autres embryons dans le cas des filles. Vous connaissez déjà la réponse dans le cas d'Erwan. Il semblerait qu'il ait perdu son jumeau monozygote, donc issu de la division d'un seul ovule fécondé. Comme je le dis et le répète à chaque fois, on va bien sûr prendre de la distance par rapport aux informations que je canalise, même si je les vérifie au pendule, puisqu'on n'aura jamais la preuve scientifique de ces hypothèses. Ce qui sera important pour moi est le résultat que j'obtiendrai après avoir déprogrammé les émotions que j'aurais pu identifier. Ensuite, sur un cadran qui va de 0 à 100, je vais mesurer l'amplitude vibratoire des émotions qui sont les plus caractéristiques du syndrome du jumeau perdu. Il faut bien comprendre que perdre son jumeau est la pire chose qui puisse survenir à un humain, avant même peut-être et en tout cas autant que la perte de sa maman. Dans le cas d'Erwan, voici les 10 émotions dont j'ai pu mesurer l'amplitude vibratoire et qui toutes dépassaient l'amplitude maximale. 1. Il y avait un traumatisme présent dès la division de l'œuf. Et oui. 2. Le traumatisme lié à la mort de son jumeau qui, 3. avait du coup entraîné une peur de mourir in utero. 4. Il y avait aussi la souffrance liée à l'absence de son jumeau, en même temps que 5. Une culpabilité d'être en vie alors que l'autre était mort. 6. Une culpabilité aussi de ne pas avoir pu le sauver. Je sais, ça peut sembler étrange pour un embryon, mais c'est ce qui nous donne les profils de sauveurs et les professionnels de santé. 7. Il y avait aussi une culpabilité d'avoir pris la place de ce jumeau, et là, bonjour le sentiment d'illégitimité et le syndrome de l'imposteur. 8. Il y avait encore ce que j'avais baptisé, moi, le serment d'exclusivité des relations gémellaires, qui fait qu'on s'interdit tout à fait inconsciemment, bien sûr, d'être heureux sans son jumeau, de réussir sans son jumeau, et même d'aimer qui que ce soit plus que son jumeau. Et oui, c'est du lourd. 9. Il y avait enfin un immense sentiment d'injustice associé à une colère terrible contre sa maman qui n'avait pas su préserver la vie de son jumeau et qui l'avait privé de cet autre lui-même. 10. Et dernière chose, invisible hélas, le refus de vivre sans son jumeau. On a donc un petit Erwan partagé entre 1000 émotions contradictoires qui coexistent pour semer une totale zizanie dans son inconscient et dans son corps. Et comme chaque être humain va réagir à sa façon, d'un côté, il vit une colère terrible contre celle qui devrait être l'être le plus proche de lui, sa maman, que, de toute façon, le serment d'exclusivité lui est interdit d'aimer plus que son jumeau. Il va donc tout mettre en place, et j'insiste bien inconsciemment, pour saboter sa relation à sa mère et en même temps se punir d'exister en se privant de la source principale d'amour et de réconfort qu'un enfant puisse avoir.
Par ailleurs, le traumatisme de la perte de l'être le plus cher est si insupportable qu'il va aussi tout mettre en place pour ne plus jamais le revivre et pourrir sa relation avec sa maman. Essayer de la détester lui évitera de souffrir si jamais il devait la perdre comme il avait perdu son frère. D'une manière générale, c'est comme s'il reprochait à tout son entourage, sa famille, ses éducateurs, ses camarades de classe d'être en vie alors que son frère était mort. Son comportement à l'école lui assure de ne pas être heureux sans son jumeau et se mettre en échec scolaire lui permet de rester fidèle à cette promesse de ne pas réussir sans son alter ego, promesse dont il ignore même l'existence. Enfin, les accidents fortuits qu'il collectionne ne sont rien d'autre que des refus de vivre et autant de tentatives de fuir la vie pour aller retrouver son jumeau. Comme stratégie d'auto-sabotage, on ne peut pas rêver mieux. J'ai bien conscience que ça peut sembler très tiré par les cheveux et en tout cas très complexe. Mais si vous saviez tous les stratagèmes que nous mettons inconsciemment en place pour nous protéger de telle ou telle émotion, c'est absolument hallucinant. Et si j'ai pris le cas d'Erwan, c'est qu'il n'est pas isolé et qu'il est même très caractéristique des conséquences du syndrome du jumeau perdu, dont une des plus terribles et dont je n'ai pas encore parlé est la leucémie. Et oui, parce que ce n'est pas fini. Et c'est justement cela qui m'avait glacé le sang en voyant la photo d'Erwan. Le sentiment que cet enfant couvait quelque chose de terrible à l'intérieur de lui. Quelque chose qu'il fallait stopper au plus vite s'il en était encore temps. Je vous ai dit dans de précédentes vidéos que lorsque j'établis une connexion énergétique avec quelqu'un, j'obtiens instantanément une image de type scanner. Et la connexion que j'établis avec Erwan me confirme mes craintes. Ce que je vois a la couleur caractéristique très particulière qui m'apparaît lorsque le patient est atteint de leucémie. J'aurai d'ailleurs une très belle histoire à vous raconter à ce sujet. Pendant cette séance, je ne vais donc pas juste déprogrammer toutes les vibrations, donc toutes les émotions que je vous ai citées auparavant. Je vais aussi tout faire pour redynamiser l'énergie d'Erwan afin de contrecarrer ce qui se passe en sourdine dans son corps. C'est très éprouvant, d'autant que je ne peux rien laisser filtrer, je n'ai aucune base scientifique à cette information, mais ce sont mes expériences sur des consultants qui m'ont montré que lorsque j'avais cette info, cette image, elle s'avérait juste. Bref, je suis sang et eau pour que la vie revienne là d'où elle était en train de s'échapper et au bout d'un moment, je sens que l'enfant est sans doute hors d'affaire. J'indique juste à la maman qu'un bilan sanguin serait peut-être opportun vu l'état de fatigue et le très faible taux vibratoire que j'avais constaté chez Erwan. À vrai dire, j'avais peu d'espoir qu'elle puisse l'obtenir car vous imaginez bien qu'un médecin généraliste ou un pédiatre ne va pas prescrire une prise de sang sur un enfant sans un vrai motif et c'est bien normal et là, on s'en remet un peu à la grâce de l'univers. Quand je revois Nolwenn 15 jours plus tard pour vérifier l'état des émotions dont j'ai fait la déprogrammation vibratoire, la jeune maman est très heureuse de me dire que la situation s'est déjà nettement améliorée. Le sommeil d'Erwan est revenu, il est devenu paisible, ses colères ont nettement diminué et il a montré quelques marques d'attention et même d'affection à son égard. Je mesure donc à nouveau l'amplitude vibratoire des différentes émotions qui sont cette fois redescendues bien en deçà de 100. Je réajuste avec une nouvelle déprogrammation et j'en profite pour scanner Erwan et voir si les soupçons de leucémie sont toujours présents. L'image que je reçois n'est plus caractéristique de la leucémie. Pour autant, elle est un peu trouble et je décide de refaire un travail énergétique pour booster la capacité d'auto-guérison d'Erwan. L'information que j'obtiens en fin de séance est que mon travail est terminé, qu'il faut laisser le corps l'intégrer. Je demande à Nolwenn de me donner des nouvelles de son fils sans pour autant fixer de nouveaux rendez-vous. Et des nouvelles, j'en aurai une quinzaine de jours plus tard puisque Nolwenn m'appelle pour m'annoncer que quelques jours après la séance, elle a remarqué des taches rouges sur la peau de son fils, comme s'il s'était cogné. Ça l'interpelle, mais elle l'envoie tout de même à l'école en pensant qu'il s'est cogné et que c'est sans gravité. Sauf que le soir, elle constate qu'il en a un peu plus. Est-ce qu'Erwan se bat à l'école ? Est-ce qu'il est de nouveau enclin à ces crises de violence qui s'étaient pourtant presque totalement apaisées depuis les soins de déprogrammation vibratoire ? Elle songe donc à en parler à son institutrice dès le lendemain matin, sauf qu'au réveil, elle constate que tout l'intérieur de la bouche d'Erwan n'est plus qu'un immense bleu et que les muqueuses saignent. Erwan est bien sûr transporté d'urgence à l'hôpital où l'examen sanguin révèle une chute très importante du nombre de plaquettes dans le sang. Heureusement, il ne s'agit pas d'une leucémie, mais de ce qu'on appelle un purpura thrombopénique pour lequel une transfusion de plaquettes et du repos seront suffisants. Merci.
Très étonnamment, Erwan sera de nouveau sur pied en seulement 3 jours, alors que le temps de récupération après ce genre d'incident est en général beaucoup plus long et peut prendre jusqu'à plusieurs semaines. Tout est bien qui finit bien. Alors, est-ce que le soin énergétique que j'ai pratiqué a pu aider le corps d'Erwan à écarter la forme la plus maligne de la maladie et à évacuer les traumatismes sous une forme bénigne, telle que le purpura ? Est-ce que cela l'a aidé à récupérer plus vite? Nous ne le saurons jamais, mais de mon côté, j'avoue que j'aime à croire que ça n'y était pas totalement étranger. Ce qui est certain, c'est qu'une fois que les émotions relatives au syndrome du jumeau perdu ont été déprogrammées, la relation d'Erwan avec son entourage et surtout avec sa maman a rapidement changé. Ses parents lui ont parlé avec leurs mots de ce jumeau disparu et Erwan n'a pas semblé en être très étonné et s'est même montré soulagé que l'on mette des mots sur ce qu'il pressentait sans pouvoir le conscientiser. À ce jour, Erwan n'a plus eu non plus de problème de santé. Et moi, évidemment, je rêve qu'on puisse un jour dépister les grossesses gémellaires très précocement afin de traiter les éventuels syndromes du jumeau perdu qui seraient passés inaperçus. Je rêve qu'on puisse faire des tests afin d'établir si oui ou non il existe un rapport entre syndrome du jumeau perdu et leucémie. Je rêve de statistiques, de prévention, de réparation. En attendant, je cherche, je consigne les cas et peut-être qu'un jour, qui sait, on m'entendra. Nous voilà au bout de ce 9e rendez-vous d'ailleurs sur Terre. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons à parler du syndrome du jumeau perdu qui est aussi à l'origine de cas d'infertilité. Alors pensez à vous abonner pour être prévenu dès la sortie d'un nouvel épisode. Pensez aussi à laisser un pouce, à partager et éventuellement à réserver un rendez-vous visio sur créneaulibre.fr. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me suivre régulièrement sur TikTok, Instagram et Facebook. Alors, à bientôt pour le prochain rendez-vous. Bye!